Bonjour, j'y pensais depuis un certain temps et puis ça m'a été beaucoup demandé. Mais je pensais qu'en parallèle aux questions-réponses, aux longues questions-réponses qui sont très riches, qui permettent de vraiment explorer beaucoup de choses, il était important de faire des vidéos plus courtes, thématiques, ciblées, pour participer à cette immense élaboration finalement d'un savoir théorique et pratique sur le fonctionnement réel du corps humain, non pas un fonctionnement idéologisé de la manière dont il a été idéologisé jusqu'à maintenant, mais un savoir hygiéniste qui prend le corps humain dans son ensemble et qui part surtout du postulat de base de la perfection du fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire ce postulat de base de la connaissance de l'homéostasie, de tous ces processus régulateurs, et non pas de la négation, c'est-à-dire passer d'un système symptomatique à un système homéostatique, c'est-à-dire passer d'un système dans lequel le symptôme est un problème, à un système dans lequel l'homéostasie est à privilégier. Et donc, le premier des sujets que je voulais aborder dans ce cadre-là, parce que je pense qu'il est important, et puis que ça permet vraiment de balayer très très large, ça permet à nombre d'entre vous de vous y retrouver, c'est toute la question de l'inflammation. Inflammation, anti-inflammatoire, corticoïdes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça? Parce que les anti-inflammatoires et les corticoïdes, ils sont prescrits à tour de bras dans notre médecine actuelle. Alors vraiment comprendre à quoi sert l'inflammation, pourquoi est-ce qu'il faudrait l'empêcher? Parce que si on prend des anti-inflammatoires, c'est donc que l'inflammation est quelque chose de mauvais. Parce que sinon, on ne va pas prendre des anti-quelque chose si ce quelque chose est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inflammation? À quoi peut-elle servir? Parce que quand quelque chose arrive dans une vie, il y a bien un sens à la chose. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus de manière totalement arbitraire. Pourtant, on voudrait nous le faire croire. Alors, quel est le sens de l'inflammation? Quelles sont les conséquences de l'empêchement de l'inflammation? Quelles sont les conséquences de l'utilisation des produits en eux-mêmes? Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer. Alors, quand on parle d'inflammation, vous savez, j'ai fait tout bête. J'ai pris Wikipédia, en français et en anglais, ça vaut le coup de le lire en anglais, et j'ai pris leur définition. Une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression, infection, brûlure, allergie, etc. Donc, une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression. Donc, je me dis dans l'absolu, se défendre contre une agression, a priori, c'est quelque chose d'absolument normal, c'est même quelque chose de salutaire. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est la suite. L'inflammation chronique, auquel on va arriver, est désormais reconnue comme une réponse à de nombreuses transformations de l'environnement et du comportement moderne, ça va, et c'est un facteur important dans le développement des maladies de civilisation. Et c'est là où il y a folie. L'inflammation devient un problème, et n'est pas une réponse, mais devient un problème. L'inflammation chronique est responsable, finalement, de la plupart des maladies modernes. Mais c'est là où il y a caractère fallacieux, et c'est ce qu'on va observer. Si on le prend en anglais, qu'est-ce qu'ils disent? L'inflammation, c'est une partie d'un système complexe biologique, d'une réponse complexe biologique aux stimuli agressifs, excusez-moi, je traduis. Donc en fait, c'est une réaction de défense. L'inflammation peut être qualifiée de localisée ou de chronique. Et donc c'est selon la façon dont elle se propage et dont elle se répand. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflammation? Qu'est-ce qu'on voit apparaître quand il y a inflammation des tissus? Il y a inflammation des tissus quand il y a agression. Ça, de ce côté-là, tout le monde est d'accord. Il y a inflammation des tissus quand il y a agression. Quand est-ce que l'inflammation est ponctuelle? Quand il y a agression ponctuelle. Quand est-ce qu'elle est chronique? Quand il y a agression chronique. Et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est la notion qui est vraiment ignorée dans notre monde. C'est que comment est-ce qu'il peut y avoir chronicité de l'inflammation, chronicité de l'agression? C'est-à-dire qu'on se tape sur le doigt. Il y a une agression, il y a une réponse des tissus qu'on va voir en détail, et c'est ponctuel, c'est localisé. Comment est-ce que ça pourrait perdurer? Mais parce que à l'intérieur de l'organisme, il y a des agents inappropriés qui n'auraient rien à faire là, qui devraient être
évacués, éliminés par tout notre système éliminatif, c'est-à-dire les reins, les intestins, le poumon et la peau, et qu'on appelle les produits acides. Les produits acides agressent et rongent les tissus. Il y a inflammation chronique quand il y a agression chronique par les acides. Pourquoi est-ce qu'il y a agression chronique par les acides? Parce qu'il y a stagnation chronique par les acides. Et donc, toutes les maladies dites inflammatoires chroniques, toutes, sans exception, répondent uniquement à cette simple petite chose. C'est pas la peine d'essayer d'aller trouver des cas particuliers. Elles répondent toutes, totalement, à cette simple petite chose. Agression chronique des tissus. Alors, selon que ce soit les tissus des vaisseaux sanguins, on va parler de vasculite. Si c'est la conjonctive de l'œil, on va parler de conjonctivite. Si c'est l'appendice, eh bien on va parler d'appendicite. Si c'est le système gastro-intestinal, on va parler de gastrite. Mais tous ces mots on a créé des tas de classifications en fonction des localisations, ne sont qu'une seule et même petite chose, l'agression systématique des acides contre les tissus spécifiques d'un organe et qui va empêcher la fonction de l'organe. Donc, l'inflammation, elle est localisée, elle est chronique, elle est toujours en réponse à une agression. Alors, dès lors, vous allez me dire, mais pourquoi l'empêcher ? Pourquoi l'empêcher? Simplement parce que la réaction inflammatoire, elle s'accompagne de manifestations qui ne sont pas toujours agréables. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a une rougeur, la plupart du temps, quand il y a inflammation, quand on peut le percevoir, quand c'est à l'extérieur. De quoi témoigne cette rougeur? Elle témoigne de vasodilatation locale. Vasodilatation, pourquoi? De manière à ce que le sang puisse apporter beaucoup plus d'éléments nourriciers dans cette zone qui a été lésée, de manière à ce que la lymphe puisse amener beaucoup plus d'agents nettoyants dans cette zone qui a été lésée, et donc que cette zone qui a été lésée soit à la fois nettoyée et à la fois nourrie. Rougeur égale action de réparation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un gonflement, une dilatation, un œdème. L'œdème, quelle est sa fonction? On en a déjà parlé pas mal de fois dans le corps. Eh bien, la fonction de l'œdème, c'est la dilution. Dilution des produits toxiques. A priori, réponse aussi à l'agression. Toxicité énorme dans cette zone. Réponse à l'agression, on a un œdème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une sensation de chaleur. Élévation du métabolisme. Élévation du métabolisme qui veut dire que finalement, on a une action de tous les organes, de tous les organismes, les micro-organismes dans le corps qui vont venir nettoyer et nourrir, qui va être accélérée. Donc élévation de la température. En plus, les germes pathogènes vont être détruits par cette élévation de la température. Et qu'est-ce qu'on va avoir en dernier? Eh bien, une sensation de douleur, voire une paralysie de la zone concernée. Alors là, on va dire, mais c'est ça qui est embêtant. En fait, on prend des anti-inflammatoires parce qu'on a cette sensation de douleur ou cette paralysie de la zone ou de l'organe concerné. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, douleur égale erreur. Quand il y a douleur, c'est pour nous indiquer une erreur. La douleur est un signal. La douleur n'est pas un problème, la douleur est un signal. La douleur, c'est une invitation à aller voir derrière la douleur quel est le problème. Supprimer la douleur, c'est supprimer les indicateurs qui nous permettaient de revenir à la source des sources. Douleur ou paralysie de l'organe répondent à une seule et même finalité, attirer notre attention sur la zone et sur la dégradation en cours pour qu'on puisse le savoir. Pour qu'au niveau de notre système nerveux, on puisse voir remonter au système nerveux central l'information, comme quoi, et là, tu es en train de te blesser, donc arrête mon coco, arrête de te léser les tissus. Paralysie de l'organe, pourquoi? Pour permettre une meilleure réparation. C'est-à-dire qu'un organe qui a été lésé, eh bien, il va être mis dans un état de paralysie partielle, momentanée, de manière à ce que la réparation se fasse de façon plus adéquate. S'il bouge sans cesse, la réparation par les globules blancs et par les globules rouges, le nettoyage par les globules blancs et le nettoyage par les globules rouges, va être compliqué. Donc, on comprend de ce fait que tout le processus inflammatoire est un processus de guérison, de réparation. Que l'agression, elle soit chronique par les acides du corps, que l'agression, elle soit ponctuelle par un événement, on va dire un accident qui nous arrive dans la vie de tous les jours, l'inflammation est toujours une réaction de protection et de guérison. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à s'inscrire en soi et dans son processus de compréhension. L'inflammation est toujours une solution de guérison. Parce que dans le corps, il n'y a
que des solutions de guérison. Parce que dans le corps, il n'y a que de l'homéostasie. Et que l'homéostasie est ce principe extraordinaire et génial dont nous avons hérité. C'est un cadeau. C'est même pas un cadeau, c'est une merveille, c'est un miracle dont nous avons hérité. Ce principe que je répète sans cesse, c'est que tout corps laissé à lui-même, tout corps déséquilibré, donc blessé, abîmé, usé, tout corps déséquilibré, laissé à lui-même, revient spontanément à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à l'état de pleine santé physique, psychique, émotionnelle, au travers d'une série de processus régulateurs. Processus régulateurs, l'inflammation. Vous l'avez bien compris dans la phrase que vous avez dit, il revient à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus régulateurs. Les processus régulateurs sont indispensables à ce que la première partie de la phrase se réalise. La bonne nouvelle, c'est que tout système laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. Oui, mais à condition de laisser faire les processus régulateurs. Et c'est là que débarque, dans le bon, la brute et le truand, t'as le bon, et encore, qui est pas si bon que ça, parce qu'il est douloureux. Hein, on est vraiment dans le film de Sergio Leone. Hein. Le bon, il n'est pas tout à fait si bon. On a le bon, hein, c'est l'inflammation. Alors là, on va dire, tu ne peux pas considérer l'inflammation comme quelque chose. Et si, pourtant, c'est un processus de réparation. S'il s'emballe, c'est que le processus de réparation est gigantesque. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on l'a entravé tellement de temps. Si vous avez une voiture qui commence à tomber en morceaux, quand le premier morceau tombe, vous allez chez le garagiste, ça va lui prendre 1 heure et ça va vous coûter 150 € pour que ce morceau tombe. Si vous laissez tomber ce morceau, il va y avoir une usure exceptionnelle qui va se produire derrière ce morceau. Et puis finalement, 15 jours après, quand vous allez arriver chez le garagiste, vous allez avoir une ardoise qui va être 2 fois plus salée, il va y passer 2 fois plus de temps. Et puis si vous laissez faire, vous allez avoir une voiture qui finalement va être quasi immobilisée. Si vous l'amenez chez le garagiste, il va dire « Ah, mais il faut tout refaire. Si tu me l'avais amené quelques jours avant, si tu me l'avais amené quelques semaines avant, si tu me l'avais amené quand la première pièce était tombée, il n'y aurait pas eu toutes ces dégradations en cascade et j'aurais pu t'aider. Mais là, mon coco, c'est perdu, c'est fichu. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on entrave l'inflammation. Quand on entrave l'inflammation, je vous ai dit, il y a le bon, la brute et le truand. La brute et le truand rentrent en scène. Et la brute et le truand, ce sont ces produits qu'on dit anti-inflammatoires. On déteste souffrir. Dans notre société, nous détestons souffrir. Nous sommes en plein dans le mythe d'Icare, c'est-à-dire qu'on veut voler et on veut atteindre le soleil. Et quand quand la brûlure du soleil nous atteint, quand une douleur apparaît, juste pour nous signaler, mon coco, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps. Tu ne peux pas nier les lois qui président à ton existence. Tu ne peux pas nier les lois qui président à ton fonctionnement. Tu ne peux pas nier la façon dont tu es fait. Et là, pour nous rappeler ça, hein, un petit peu comme un enfant à qui on dirait non mais là tu dépasses les bornes. Là est la limite. Ok, tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de faire du bruit. Là maintenant c'est une heure à laquelle on arrête. On arrête ça parce que maintenant là c'est la limite. Et bien là on nous renvoie l'image, on nous renvoie l'information. Là c'est la limite. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas l'entendre. Et on se croit très fort avec nos processus intellectuels pour élaborer des médicaments qui vont essayer de nier ce processus. Alors comment on le nie? On le nie très facilement en créant ce qu'on appelle des produits anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, il y en a 2 classes. Il y a les produits qui sont à base de cortisol, dérivés du cortisol et de la cortisone, les corticoïdes. Et il y a ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Stéroïdiens, pourquoi? Parce que la cortisone et les corticoïdes sont initialement produits à la manière du cortisol qui est une hormone stéroïdienne, donc élaborée à partir des acides gras dans les glandes surrénales. Et puis il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, l'aspirine, l'ibuprofène, comme l'aspégique, enfin je ne les connais pas tous les noms de ces produits-là, qui sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous l'avez compris, sans qu'on rentre dans les détails de leur fonctionnement, vous l'avez compris, ces produits s'opposent systématiquement au processus de guérison dans le corps. Et tout processus inflammatoire, et je me répète, est un processus de guérison dans le corps. Si ce processus inflammatoire est massif, c'est parce qu'on a massivement laissé s'installer un état d'agression dans les tissus à force de l'empêcher. Et on verra tout à l'heure quelles solutions on peut proposer, quelles solutions alternatives on peut proposer. Je vous ai dit 2 classes d'anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires stéroïdiens, donc les corticoïdes, et les non
stéroïdiens. Les deux, ils agissent de la même manière. Ils agissent en inhibant la production de ce qu'on appelle les prostaglandines. Les prostaglandines, ce sont des produits qui sont sécrétés par la cellule. Ce sont des messagers, des acteurs qui vont venir jouer directement sur la cellule, on les appelle les autocrines, ou alors qui vont aller jouer sur d'autres cellules, on les appelle les paracrines, qui vont aller se fixer sur des récepteurs et mettre en place toute une série de processus. Il y en a des dizaines et des dizaines. Les prostaglandines, vous pouvez aller voir sur le net un petit peu le domaine d'étendue des prostaglandines. Eh bien, ces produits-là inhibent la production de prostaglandines. Donc, on empêche les tissus du corps de réaliser leur fonction normale, qui est une fonction de réparation. Toujours pareil, on estime que ce qui se passe dans le corps n'est pas normal et ne doit pas avoir lieu. On estime que ce qui est fait actuellement, eh bien, n'est pas une opération de réparation. On estime qu'on est dans l'erreur. C'est là où on est dans l'erreur. Donc ils inhibent la production de prostaglandines. Qu'ils soient stéroïdiens ou non stéroïdiens, leur action est la même. Les stéroïdiens, ils ont été faits à l'image du cortisol. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que cette hormone, qui est produite dans le corps humain. Alors vous me dites, mais il y a des anti-inflammatoires produits dans le corps humain. Mais bien sûr, parce que dans le corps humain, il y a une pédale d'accélérateur et il y a une pédale de frein. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, la régulation fine. Non pas qui passe par des processus intellectuels, conscients, mais qui passe par le système nerveux autonome. Et cette régulation fine, elle est assurée par cette hormone, le cortisol. C'est-à-dire que le corps, il fait en sorte que le processus inflammatoire de réparation, il soit suffisant, mais pas trop. Et il le module. Il le module avec ce cortisol. Ce cortisol, donc, est une hormone qui est aussi en réponse aux situations de stress, et c'est pas pour rien, parce que le stress acidifie l'organisme, et donc augmente l'agression de l'organisme, et le cortisol, on le connaît bien, amène un retard de cicatrisation. Pourquoi? Parce que cette hormone stéroïdienne a un effet anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le cortisol, on l'a isolé dans son produit final qui est la cortisone, et puis on l'a donné de façon massive au corps humain et aux êtres humains. Qu'est-ce qui s'est passé? Déséquilibre complet. Là où il devait y avoir régulation, il y a eu empêchement. Là où il devait y avoir modulation, il y a eu blocage. Et c'est là où on s'est complètement planté. De la même manière, il y a eu des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont été élaborés, qui jouent eux aussi sur la sécrétion de prostaglandines, qui sont encore plus agressifs, alors au niveau digestif, au niveau cardiaque, au niveau psychique aussi, sur les tissus, et qui sont des classes de médicaments qui ont été surajoutés par la suite, qui sont encore plus agressifs. Et souvent, quand on me demande finalement entre les corticoïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lesquels sont les plus dangereux, mais il est une évidence que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont les plus dangereux. Sont les plus dangereux parce que les atteintes qu'ils apportent au tissu et les blocages des fonctions qu'ils peuvent amener, eh bien, sont supérieurs à ce qu'amènent les corticoïdes, et particulièrement au niveau de la destruction du système entérique, c'est-à-dire des tissus de l'intestin. Les tissus de l'intestin sont particulièrement lésés par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quand on sait que ces tissus de l'intestin sont essentiels dans la régulation et dans la sélection des produits qui passent à l'intérieur de l'organisme, c'est le filtre, c'est aussi notre système nerveux entérique qui gère tout notre fonctionnement psychique, et bien on a compris le rôle extrêmement délétère de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. On ne va pas rentrer dans les détails, ça n'a aucune importance. À partir du moment où on a compris finalement que le processus inflammatoire est un processus de régulation normale, que plus longtemps on l'aura retenu, plus le processus de réparation va devoir être important. Si vous souffrez d'une inflammation importante, ça veut dire que vous avez retardé le travail, vous avez retardé le temps où il fallait amener la voiture chez le garagiste. Et maintenant, l'addition, elle est salée. Alors l'addition, elle peut être tellement salée, effectivement, que dans certains cas, eh bien, on constate, on réalise ce qui se passe, on comprend qu'on a empêché quelque chose toute sa vie, puis là, on se retrouve face à une inflammation démesurée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première des réponses, et la réponse qu'on va voir, c'est la réponse physiologique. Réponse physiologique à l'inflammation chronique en particulier. Réponse physiologique à l'inflammation ponctuelle, elle est simple, hein, c'est un arrêt du mouvement, arrêt de l'agression et laisser faire la réparation.
laisser faire le processus d'œdème, laisser faire le processus de rougeur et de vasodilatation, laisser faire le processus de douleur et d'immobilisation, de manière à ce que la réparation se fasse. Si l'inflammation est chronique, alors à ce moment-là, ça veut dire que la quantité d'acide stocké dans l'organisme est chroniquement élevée. La meilleure des réponses, c'est neutraliser tous ces acides. Neutraliser tous ces acides par un mode de vie qui favorise le retour à l'alcalinité. Un mode de vie qui favorise le retour à l'alcalinité, c'est sur le plan alimentaire un régime basé sur les fruits et les légumes crus uniquement. C'est un mode de vie qui donne une bonne grosse place au sommeil. Nous sommes tous en déficit chronique, qui donne une bonne grosse place à l'exercice physique adapté, qui donne une bonne grosse place au contact avec la nature, à la respiration, à tous ces processus qui sont normaux à la vie et qu'on a beaucoup trop oubliés. Mais parfois, vous allez me dire, puis alors qui donne une bonne grosse place aussi, ça je l'oublie et on en parle trop souvent, qui donne une bonne grosse place aussi au processus d'élimination. C'est-à-dire tout ce qui va favoriser l'élimination est extrêmement important dans le processus de réduction de l'inflammation. Alors tout ce qui va favoriser l'élimination, bien déjà le retour à une alimentation et un mode de vie adapté qui va favoriser l'élimination, tous les processus dont je parle souvent, sauna, brossage de la peau, l'utilisation des plantes médicinales, et je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence entre leur utilisation et leur non-utilisation, ça change tout, ça change vraiment tout au niveau du vécu et au niveau de la diminution de l'inflammation. Donc favoriser les processus d'élimination, apporter une alcalinité, apporter une réponse à l'acidose globale. Si la charge inflammatoire, quelque part, la charge acide est tellement importante qu'on ne peut plus la gérer, est-ce que les anti-inflammatoires sont une réponse? Ils peuvent être là pour réguler. C'est très rare. C'est très rarement le cas. Mais ils peuvent être une réaction de régulation. Parce que, imaginons, vous amenez la voiture chez votre garagiste et elle est déjà largement abîmée. Et le garagiste vous dit, bien voilà, l'ardoise, ce sera ça. Et puis là, vraiment, vous ne pouvez pas payer. Et bien, vous pouvez choisir de prendre votre voiture brinque-ballante, encore bien abîmée, et d'aller chez un ami chercher de l'argent pour payer le garagiste. Certes, vous prenez un risque. Certes, vous prenez un risque que la voiture, elle s'abîme encore plus. Sauf que elle était tellement abîmée, vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas payer. Et bien, le parallèle, il est le même. Donc, réguler les processus inflammatoires quand ils sont devenus énormes par des produits corticoïdes, ça peut avoir du sens. C'est rarement le cas, mais ça peut avoir du sens. Mais avant tout, comprendre que l'inflammation est un signal, qu'il n'y a pas de cas particulier. C'est pour ça que maintenant, toutes les questions qui nous arriveront, qui parleront d'inflammation, dès qu'il y aura des des vasculites, des conjonctivites, des gingivites, des sinusites, ce que vous voulez, eh bien, la question, on la rangera dans un coin parce que la réponse, elle est là. Agression chronique par les acides, agression localisée par une action qui est inappropriée, réponse non pas les anti-inflammatoires, parce que les anti-inflammatoires ont des conséquences qui vont venir que aggraver le phénomène et aggraver l'agression sur les tissus. On n'en a pas parlé assez, mais les corticoïdes, tous les gens qui ont pris des corticoïdes... Excusez-moi, hein, vous savez, j'ai pas de plan. Alors, on continue toujours de la même manière. On était parti pour une vidéo courte. Je pense j'étais censé faire des courts-métrages, quoi. On n'y arrive pas, quoi. Il va falloir... L'utilisation des corticoïdes. Par exemple, le cas classique des personnes qui ont des allergies croisées, des sinusites à répétition, de l'asthme. Et puis ils me disent, voilà, il n'y a que les corticoïdes qui me calment. Mais il faut bien comprendre que chaque fois que tu prends un corticoïde, le phénomène ne fait que s'aggraver, Et ton ardoise, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. Alors on me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un moment où il faut arrêter, délibérément décider d'arrêter, favoriser tous les processus éliminatifs, accepter aussi de sauter dans le grand bain, accepter de ressentir à nouveau la douleur, accepter de devenir un être sensible. Et là, avec l'utilisation des anti-inflammatoires, c'est vraiment la question de la sensibilité de l'être. Nous sommes devenus des êtres insensible. C'est-à-dire qu'on ne veut plus rien sentir, on est complètement coupé de nos sensations, coupé de la douleur, mais coupé de la joie aussi. Et c'est bien ce qui est fondamental
le changement de mode de vie, le changement d'hygiène de vie, c'est que beaucoup de gens me disent mais finalement on redevient vivant. Alors oui, il va y avoir des épisodes de douleur pour nous indiquer les zones où on avait mal fait, mais il va y avoir aussi des épisodes de joie qui sont sans comparaison. Redevenir des êtres sensibles. Les anti-inflammatoires, c'est des désensibilisants. Ce sont des produits qui vont empêcher les processus régulateurs dans le corps. Et chaque fois qu'on va en prendre, on va aggraver l'addiction. Alors il s'agit de savoir quand les prendre, quand ne pas les prendre. C'est rarement le temps de les prendre, c'est souvent le temps de ne pas les prendre et c'est souvent le temps de favoriser les processus éliminatifs. Tous les corticoïdes vont ensuite épuiser tout le système surrénalien puisque le cortisol est normalement produit par les glandes surrénales. Être en hypercortisolémie, en hypercorticoïdémie, eh bien ça a des conséquences. Et quand on connaît l'action du cortisol dans le corps, par exemple, on a parlé des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui amenaient finalement à une lésion des tissus, des gastro-intestinaux et ainsi de suite. Intéressez-vous simplement à l'action du cortisol dans le corps. Le cortisol est une hormone qui a une action magnifique dans le corps. Magnifique pourquoi ? Parce qu'elle est magnifique tant qu'elle est régulée, qu'elle arrive à bon escient. L'action du cortisol, eh bien, c'est de permettre la réaction immédiate, la mobilisation d'énormément d'énergie. Résistance à la nutrition, diminution de la guérison, donc processus anti-inflammatoire, diminution de la digestion, diminution de l'assimilation. Pourquoi ? Parce que c'est une hormone qui répond à un état de stress ponctuel, normalement, et qui amène à toute une série de mécanismes adaptatifs. C'est-à-dire que quand il y a un stress ponctuel, il n'est pas temps de digérer, il n'est pas temps de se réparer, il n'est pas temps d'assimiler, il est temps d'avoir le maximum d'énergie mobilisée pour répondre à ce stress. Quand ça devient chronique, ça devient le problème. Et bien là, c'est exactement la même chose. À force de balancer des produits corticoïdes, des stéroïdiens, des anti-inflammatoires stéroïdiens dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Un fonctionnement qui était un fonctionnement adapté pour le corps devient un fonctionnement inapproprié pour le corps. Inflammation égale réponse adaptative du corps, des tissus, de l'organe concerné à une agression. Une fois qu'on a compris ça, je crois qu'on a compris exactement le processus inflammatoire dans le corps. On a compris comment est-ce qu'on peut y répondre. On y répond en diminuant les causes et non pas en supprimant et en redevenant enfin des êtres sensibles. Sensibles à la douleur, sensibles à la chaleur, sensibles à l'erreur. Les fruits, les légumes, le sommeil, l'exercice, le mode de vie. On y revient sans cesse.